Donc vous me posez souvent des questions sur le Costa Rica. C'est un pays qui a beaucoup communiqué en France et qui suscite beaucoup de curiosité. Et pas mal d'entre vous n'avaient pas les moyens ou le temps, parce que c'est quand même loin, c'est 11 heures d'avion, de venir. Et donc vous surveillez mes expériences avec intérêt. Donc là je reviens sur une partie, moi aussi je surveille avec intérêt ce qu'on fait, parce qu'on est quand même 3-4 personnes à bosser en permanence. Et c'est pas moi qui exécute, encore une fois, c'est un travail de groupe, de créativité. Donc l'an dernier, il y a eu une énorme sécheresse au Costa Rica, la pire depuis 20-25 ans. On a perdu tous les arbres fruitiers. On a sauvegardé juste les 5000 ananas en les arrosant, mais on pouvait pas, ça demandait trop de câblage de flotte et tout sur 5 hectares, donc on a abandonné, on a redémarré à zéro. Néanmoins, c'est assez étonnant parce qu'il y a une partie, donc on a perdu gros des arbres fruitiers, donc il y a une partie qui a survécu, et là j'y suis. Je suis en train de les regarder, et aujourd'hui, donc il y a, je sais pas, comme vous pouvez voir, il y a une quinzaine d'arbres fruitiers. Il y en a même un qui était très mal en point, là, qui redémarre. Ce qui est assez étonnant en zone tropicale, donc là, donc c'est des arbres qui ont 1 an maintenant. Donc, ils font quoi? Ils font 1,50 m de haut. Donc c'est des... il y a des oranges, des citrons, il y a les mangos là-haut, et puis il y a des fruits tropicaux. Il y a le guabana qui est très bon contre le cancer, un énorme fruit blanc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça. Et il y a un autre fruit, je ne connais pas le nom, mais je l'adore, donc j'en fous partout parce que je suis assez fan de ça. Ce qui est assez étonnant en zone tropicale, c'est de voir que ça commence à grimper, hein. Enfin, si je me mets à côté, il y en a maintenant qui font... ouais, ça fait 2 mètres de hauteur maintenant. 2 mètres en 1 an malgré une sécheresse. Ça c'est du mango. Voilà, les bonnes mangues que vous connaissez en Europe. Ça ressemble à ça au départ. Donc lui, ouais, il fait... ça devient c'est des arbres énormes. Et ce qui est étonnant, c'est que... Enfin, moi j'ai toujours le réflexe de penser que c'est mort. On voit des piquets, espèces de troncs comme ça plantés, tout desséchés, en train de faire la gueule. Et je me dis toujours mon réflexe que c'est foutu, quoi. Il vaut mieux couper, remettre quelque chose à la place. Et pas du tout. En fait, on revient 1 an plus tard et le bordel il a explosé. C'est dans je sais pas, ça a une en zone tropicale humide, la nature a une aptitude à survivre avec rien. En plus dans ça de sol, hein, ça vit dans... Les racines sont très peu profondes. C'est assez étonnant à voir. Donc ça a survécu, c'est le seul espace qui a survécu sans flotte à la sécheresse. Voilà. C'est plutôt surprenant. Donc tout autour on a replanté 200 ou 300 fruitiers. Là vous voyez, on a mis des petites cannes à sucre. C'est que le rhum, moi je bois plus d'alcool fort, mais le rhum avec de la canne à sucre comme ça, pressé en frais comme ça, ça déboîte bien, ça va se mélanger vraiment bien avec. Il y a aussi une expérience complètement dingue. Ça c'est du star fruit, en France on appelle ça du carambola, je crois le nom. Le bordel il fait 2,50 m ou 3 mètres de haut. C'était fait partie espèce de piquet en train de crever que moi j'aurais foutu à la poubelle. Et vous voyez, 1 an plus tard, avec une saison des pluies normale, ça fait 3 mètres de haut. Ça c'est les bambous aussi, ça c'est étonnant. Donc là ils font, je sais pas, 15-20 mètres de haut. Je les ai mis il y a 3 ans, des bébés comme ça au ras du sol, vraiment des tout petits bébés. On avait genre 2 pouces de bambou. Donc 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, les bambous, ça a la caractéristique, c'est que ça reste comment, la première année et les 2 premières années, il se passe pas grand chose, quoi. Puis après ça part comme une fusée, quoi. Donc ça c'est une race de bambou, c'est pas les verts, c'est les jaunes. Et ils font pas trop de feuilles, ceux-là. Ils sont spéciaux, ils sont spéciaux, ils perdent pas leurs feuilles. Après, je pense qu'en France, vous voulez manger des cashews, là, des noix de cajou. Enfin moi personnellement, j'adorais ça. Je trouve ça super bon. Alors les noix de cajou, donc c'est ça, c'est un énorme arbre là. Ça fait une espèce de petits fruits en forme de poire, donc ça démarre par les fleurs. Hein. Lui il produit mais des tonnes de cajou il produit. Sûr. Et enfin non, je déconne. C'est pas des tonnes de cajou, j'exagère parce qu'en fait c'est tout petit, ça pèse pas si lourd que ça. Mais vraiment il produit des milliers de cajou. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on peut pas les bouffer, il faut les traiter, il faut les cuire. La cajou comme ça qu'on mange en sachet, ça sert à rien d'en faire pousser parce que il y a une espèce de pellicule, je sais plus dessus, c'est ultra toxique, il faut l'enlever.
c'est assez casse-burne, donc paradoxalement on mange le fruit rouge, l'espèce de petite poire qu'il y a, et puis les cajous on les mange même pas, donc voilà, je vais vous montrer la taille qu'il fait, il est énorme. Ça c'est un arbre qui a plus de 10 ans, il était là avant que j'arrive, moi je suis là depuis 8 ans, donc c'est un arbre qui a 10 ans, et il produit, c'est la folie quoi. Ça doit être assez rentable, je pense, ces plantations de cajous. Le problème c'est que je sais que les cajous en fait sont traités, sont récoltés je sais plus où, et sont envoyés en Inde, je crois que c'est l'Inde qui est spécialisée dans le traitement industriel des noix de cajou, et qui les renvoie après. Après elles sont packagées en France, en Europe, et c'est très cher à cause de ces différentes manipulations entre la récolte plus le traitement industriel. C'est pour ça que c'est assez cher. Je crois que les noix de cajou, je sais pas comment c'est, ça fait longtemps que je n'ai pas été en France, mais de mémoire les noix de cajou bio c'était genre du 25-30 € le kilo quoi. Mais c'est pas pour rien, c'est vraiment casse-burne. C'est pas un fruit, c'est pas une production dans laquelle je me lancerai. Au début comme ça on se dit ouais putain ça vaut cher d'avoir des putains de marges et tout. Et puis en fait quand on regarde le détail de la production, moi je crois que l'agriculture avec les fruits, si on veut devenir professionnel, il vaut mieux prendre des gros fruits bien durs qui résistent au transport, parce que sinon rapidement il y a des frais énormes d'exploitation pour les fruits un peu qui prennent des coûts qui sont plus présentables. Enfin, d'une manière générale, de toute façon je pense pas que l'agriculture, la marge soit dans l'agriculture, c'est dans la transformation des produits. Bref, donc on poursuit le tour. Donc ça c'est du pitaya, c'est les fruits rouges ou blancs là, les dragon fruit ils appellent ça je crois en France. C'est pitaya, en fait c'est de la famille des, ça ressemble au cactus, c'est assez bizarre. Et donc on a plein de noni là en gestation, on les a même pas foutus en terre. Le noni, je vous rappelle, c'est le fruit le plus dégueulasse qui existe au monde, et alors évidemment quand c'est dégueulasse c'est super bon pour le corps. Comme on sait tous, quand c'est facile ça rapporte que dalle, et donc quand c'est dur, quand il faut avaler, moi je suis pas capable personnellement d'avaler un noni brut. Je suis obligé de le couper encore une fois avec de la banane ou quelque chose, parce que sinon je vomis en fait. Et puis en plus ça brûle et tout, c'est ultra fort. Par contre le bénéfice sur le corps, c'est clair que ça nettoie, on le sent, c'est impressionnant. C'est un drôle de fruit tropical. En zone européenne je crois qu'ils sont produits, ils sont importés de Hawaï aux États-Unis. Hawaï est un gros producteur de noni. Voilà, sinon on a du yucca, c'est espèce de racine, espèce de sorte de patate douce. Des petits ananas, ça de l'ananas, dans un an on va en avoir plein. Ça c'est les ananas blancs. Donc ce que vous connaissez en Europe c'est les ananas jaunes. Donc qui sont très acides généralement. C'est les espèces qui viennent d'Afrique, c'est les cayennes, et c'est rapidement acide. Au Costa Rica on a la chance d'avoir deux espèces qui sont vraiment excellentes, c'est les ananas jaunes, les MD2, donc ils sont ultra sucrés. C'est avec ça que le Costa Rica a conquis le monde d'ailleurs, ils détiennent 60% du marché mondial du frais en ananas. C'est vraiment, encore une fois j'en parle souvent, mais c'est une expérience extraordinaire. Avec les litchis fraîches de Chine, je crois que c'est les deux fruits qui sont les plus dingues que je connaisse. Il y a aussi les mangoustines, mais l'ananas frais du Costa Rica. Et ça c'est une espèce blanche, un ananas blanc. Donc ça ressemble à du bonbon quand on le met en bouche. C'est extrêmement doux, très très sucré, c'est une tuerie quoi aussi. Mais dans un autre genre que l'ananas jaune qu'on peut avoir au Costa Rica. Voilà, il y en a, on a essayé de mettre toutes les espèces. Le monde tropical est extrêmement riche. On a mis du café, du cacao, on en a mis dans tous les sens. Donc là c'est les arbres qui ont été plantés après la sécheresse. Ils sont plus petits, font 1 mètre à peu près. Et ce qu'il y a de bien au monde tropical aussi, parce que c'est assez ingrat, bosser avec la nature c'est assez ingrat. Et ce qu'il y a de bien dans le monde tropical c'est que ça va vite. Alors, on n'est pas obligé d'attendre 10 ans. Généralement entre 3 et 7 ans on a les fruits. Donc c'est long 3 ou 7 ans sur une échelle humaine de vie, mais ça reste quand même acceptable. C'est un arbre qui a 3 ans, donc lui ça fait 3 mètres. Ça explose. Entre 3 et 7 ans les arbres explosent et se mettent à produire beaucoup. Ce qui est étonnant de travailler avec la nature, enfin moi personnellement je viens pas de là, hein, je viens un mec de la ville. C'est quand on réfléchit au système,
un agriculteur qui va démarrer à 20-25 ans et qui va prendre sa retraite à 60-65, grosso modo, il va vivre 40 ans. Donc il a que 40 saisons. Donc en fait, son activité agriculteur, il a que 40 jetés de boules. Et pour apprendre et devenir un bon agriculteur, il a intérêt à avoir des courbes d'apprentissage rapides parce qu'il a que 40 expériences dans sa vie de l'activité. Quand on réfléchit 40 fois le même geste, la même production, c'est pas énorme, quoi. C'est même, moi je trouve ça très peu. Donc je pense que ça doit vraiment être important de se former au maximum parce que les expériences pratiques, on n'a pas tant que ça l'occasion d'expérimenter des variations ou je sais pas moi. C'est un drôle de métier en fait, de dépendre comme ça des saisons. Donc là on a une délicieuse bébête. Ça c'est ma hantise. Il y en a partout. J'ai toujours très peur de me foutre la gueule dans une araignée. Parce qu'il y en a qui sont vraiment pas gentilles. Il y a même des araignées qui envoient à l'hôpital. Donc quand on marche en fait, c'est pas comme en France. On regarde bien le sol pour essayer d'identifier les serpents. On n'en voit pas souvent, j'en vois une fois par an. Mais ils se confondent avec le sol, donc c'est assez chiant. Il faut vraiment, on peut pas marcher vite comme en France, il faut vraiment marcher lentement et scanner. Et puis les araignées, il faut relever la tête, il faut scanner le sol et relever en permanence les araignées qui sont partout, avec des toiles pour éviter de se foutre la gueule dedans. Voilà, sinon au début, je me souviens les premières années, j'avais un peu peur toutes ces petites bestioles quoi, parce qu'elles sont quand même sérieusement vémineuses. Puis au final, on voit pas tant que ça. Il y a les scorpions aussi, personnellement, dont je suis pas très fan. Il y en a un qui m'a piqué, qui s'était réfugié dans ma serviette de douche. Je me suis essuyé les cheveux avec. Et après, je l'ai enroulé autour de mon corps. Et là, dans ma fesse droite, j'ai senti un truc qui était en train de me rentrer, qui était vraiment pas catholique, sur la droite, là, juste derrière. Et j'ai eu juste le temps de l'enlever, donc il a pu me piquer qu'en partie. Il m'a pas piqué pleinement. Enfin, j'ai quand même eu mal pendant 2 jours. C'était la première fois que je me faisais piquer par un scorpion. Pas préparé la première fois. Mais d'une manière générale, sinon il y a les petits serpents. Là, on a nos clients qu'on en vu un sur un énorme palmier. Donc ça fait un peu flipper. Hein. C'est clair que c'est les bestioles qui font un peu flipper. Mais grosso modo, elles font pas trop chier la couille. J'avais vraiment peur que ça soit plus envahissant que ça, les scorpions, les serpents, les araignées, mais voilà, faut juste rester vigilant en permanence au niveau des yeux. Et ce qui se passe en tant que Français, on est très mentalisé en France. On est vraiment un pays de mentalisé. Donc on n'est pas toujours connecté au présent quand on marche dans la nature. On est là en train de brasser nos idées, on discute, mais on n'est pas très souvent, on n'est pas très concentré sur le présent et ce qui nous entoure. Et là, en zone tropicale, c'est pas possible. Il y a quand même un certain danger. Il faut quand même revenir au présent. Donc personnellement, j'aime beaucoup marcher comme ça parce que ça me force. C'est toujours très agréable de déconnecter du mental et d'entrer en connexion avec ce qu'on est en train de faire physiquement, avec la réalité physique. Mais au Costa Rica, le prix étant quand même assez élevé, si on ne le fait pas, c'est un bon exercice. Ça oblige. Et quand on est en ville, même à Panama City, quand il n'y a plus de nature, ou à Bangkok, on se pose jamais ces questions, on reste dans notre esprit mental et voilà. Donc si vous venez, si vous avez l'occasion de passer au Costa Rica et que vous marchez en pleine nature, alors je ne parle pas des chemins balisés prévus pour les touristes, mais si vraiment vous commencez à traînasser, là je vous emmène pas parce que le problème de la nature, là vous avez de la forêt, si on poursuit là, si on fait 200 mètres, on va se retrouver dans de la vraie forêt tropicale, puisqu'on ne l'a pas coupé depuis 10 ans. Et donc il n'y a plus de lumière, donc je peux même pas me filmer, il fait noir en fait. Au sol il fait quasiment noir et il y a très peu de lumière. Et donc si vous vous enfoncez là-dedans pour sniffer un petit peu à quoi ça ressemble, déjà il y a plein de bruit, il y a beaucoup de bruit de toutes sortes. Alors là c'est l'été donc vous pouvez entendre, c'est un peu comme le sud de la France, mais il y a vraiment beaucoup de bruit. Et puis surtout il y a toutes ces petites herbes partout, vous voyez que dalle. Donc là vous avez votre machette et tout, vous êtes prêt à fighter. Mais mine de rien on voit pas grand chose et on avance vraiment lentement.
Voilà, il y a aussi les guêpes. Un jour, pas très loin d'ici, avec Oscar, on était vraiment en train d'enfoncer dans la forêt, la vraie, comme des warriors et tout. Oscar devant, hein, moi derrière, parce que je fais pas le malin. Là-dedans, je fais pas le malin. Et puis, on s'est foutu la gueule dans une... enfin, Oscar s'est foutu la gueule dans un machin de guêpe, là, je sais pas, c'était un essaim de guêpe, je sais pas, un espèce de bordel qui tombait des arbres, c'était à hauteur de notre tête, il est rentré dedans. Alors évidemment, si vous rentrez tête la première dans un bordel à guêpes, les guêpes sont pas très contentes. Donc là, il y a une armée de guêpes qui sort, qui commence à faire un vol plané pour essayer de nous buter. Donc elles sont parties sur l'attaque sur Oscar, qui s'est enfui en courant, qui a fini par se jeter en rivière pour essayer d'y échapper. Et alors moi, là, j'ai une réaction les plus idiotes de toute ma vie. Voyant ça, au lieu de faire demi-tour et voilà, de filer dans le sens inverse, je peux encore pas me l'expliquer aujourd'hui, mais j'ai marché dans le sillage d'Oscar. Voilà, je l'ai vu paniquer, je dit, il faut courir, donc je me suis mis à courir. Et donc je me suis foutu aussi la gueule dans le... Enfin, je suis passé juste à côté des guêpes. Alors là, elles se sont dit, un mec encore, on le laisse filer, mais le deuxième, celui-là, on le laisse pas passer, on l'allume. Et je me suis retrouvé avec une marée de guêpes en train de me poursuivre. Et j'ai terminé dans la rivière également avec Oscar pour se protéger. Voilà. Et donc, franchement, marcher dans une forêt, c'est une expérience que je vous recommande de faire dans une vraie forêt. Hein. Prendre quelqu'un local pour vous aider, sortir des chemins battus et bien avoir peur. Moi, ce que j'aime, c'est le retour aux sources. C'est-à-dire que c'est assez animal. On vient de là. Hein. Il y a 10 000 ans, voilà, on était au contact de la nature. Donc notre petite vie d'occidentale aujourd'hui, elles sont cool, hein. On est là dans nos hôtels et tout, peinards, nos bagnoles, nos trucs, nos machins, nos supermarchés. Franchement, le risque aujourd'hui, on n'a plus de guerre, il y a de la bouffe partout sur Terre, voilà. Donc on a quand même des problèmes de riches aujourd'hui sur Terre, dans une zone, pas sur Terre entière, mais il y a peut-être 1 milliard, 1,5 milliard de gens, 2 milliards, qui ont quand même des problèmes de riches, plus que les problèmes de survie à cause de la bouffe. Et du coup, je trouve qu'on est un peu coupé de notre nature. Et ce que j'aime, enfin ce que je vous recommande de faire si vous venez au Costa Rica, c'est de reconnecter avec ça. Donc de vous enfoncer dans de la jungle pure, de la vraie, ou de la forêt tropicale humide, et d'aller vous faire peur là-dedans. Parce que je pense sincèrement que vous aurez peur comme moi, comme nous tous. C'est franchement hostile. Là, il y en a juste derrière également. Voilà, c'est ultra opaque, je sais pas si on va voir avec la caméra, il faudra que je me rapproche, mais c'est vraiment ultra dense, ultra opaque. Et quand il faut avancer là-dedans, ça c'est une expérience à faire, qui vous... en fait, qui va vous déconnecter complètement de votre vie, là vous oubliez tout, quoi. Vous êtes vraiment en mode survie, et je vous recommande vraiment de vivre ça, d'essayer ça pendant 1 heure ou 2 ou 3 heures. Bon, le truc qui se passe, c'est que je vous recommande de faire ça en saison sèche, c'est-à-dire entre janvier et mai en fait de chaque année, parce que la saison des pluies, la saison humide, quand il y a 80-90% d'humidité, quand on n'est pas né là-dedans, notre corps il a du mal à résister, c'est épuisant en fait. On est tout le temps en train de respirer, ça agresse. L'humidité chaude comme ça à 90% en pleine saison des pluies, c'est costaud. Il faut vraiment être acclimaté de longue date, sinon le corps il tient pas. On est obligé de boire, je sais pas, on va boire 3 litres là-dedans. Donc je vous recommande vraiment de faire ça entre janvier et mai quand c'est à peu près sec et qu'il y a beaucoup moins de pluie. Donc je pense que l'humidité là doit être à peut-être 60%, je sais pas, il faudrait regarder, mais c'est 20% qui change tout. C'est ce qui fait que c'est acceptable. Voilà, donc c'est une expérience de vie à mettre en place si vous n'avez pas déjà fait. Pour les cultures où on bouffe en fait. Donc on commence à monter en puissance. La quantité, donc maintenant on a 8 grosses box. On perfectionne le système, nos connaissances, nos espèces, la terre. Et bon là j'ai avalé 1 kg de tomates là, et de petits poivrons qui ressemblent à du piment là, mais en fait c'est du poivron, c'est du sweet poivron, ça c'est du poivron sucré, les petits, il y en a partout. Donc on est en train de monter en puissance tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont arriver. Et donc on est en train d'augmenter le volume de production. Donc on a, je sais pas, on a 20... Ici il y a les tomates, concombres, bien sûr, les classiques, poivrons, du curcuma et du gingembre. On a des salades. On a quelques herbes.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, on a pas mal d'herbes en fait, du persil, mais des persils tropicaux. Et puis là, donc on est en train de faire une nouvelle box. On est en train de préparer une nouvelle box. Donc on fait une espèce de mélange subtil avec de la terre, du mulch de bois, quelques herbes. Et on va laisser mariner tout ce bordel. Voilà. Et ici, on a créé une petite pépinière, non, comme on dit en France. Nous, on appelle ça nursery, non, sur lequel il y a encore, je sais pas, il y a au moins 75-100 arbres en gestation. Donc un peu de tout. Les plantes ornementales. Ça, c'est pour, c'est le fameux aloe vera. J'ai même récupéré des pomelos en Thaïlande, les graines que j'ai ramenées illégalement dans ma valise et qui j'ai planté. Et donc aujourd'hui on a une dizaine de pomelos, parce que les pomelos de Thaïlande sont assez exceptionnels. Ils sont très douchés, ils sont très sweet. Donc tout ça, ça va partir en terre pour la prochaine saison des pluies. Donc c'est la nursery, donc on devient un peu professionnel en quantité par rapport à un petit jardinier amateur. Voilà, c'est pour une dizaine, quinzaine de personnes en termes de clients plus nous. Donc il reste encore une énième box à faire, mais on va commencer à pouvoir produire un peu du volume. Puis surtout c'est mieux organisé au niveau de la production. On gère mieux. Voilà, donc perfectionner la production de papayes, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est des longues papayes, très longues. Voilà, donc là il y a un paquet, là il y a au moins 15 kg de papaye par arbre. Ils ont vraiment bien donné. C'est une espèce qu'on... Ouais, même 20 kg, c'est des trucs. Même 30 kg, c'est énorme quoi. Là, ils donnent énormément. Donc au sol, on reste toujours organique à 100%, enfin organique wild. Parce que donc soit on met des saloperies qu'on ramasse partout là pour nourrir le sol, pour le couvrir en permanence. Soit on utilise ça. C'est des déchets de canne à sucre et de café qui sont mulchés. Et ça suffit pour l'instant. Ça suffit pour couvrir les besoins. On s'en sort bien. On n'a pas eu de maladie. Mais il faut dire qu'on fait de l'extensif. Donc là on a la bananeraie, on a l'ananas, je sais pas comment on dit, l'ananaserie. Les papayes, mais les papayes on a passé. Il faut vraiment qu'on soit x10 par ça, c'était expérimental. On a coupé les bambous d'ailleurs pour les tenir. Tout fait maison, ça c'est expérimental. Enfin, pas 30 kg par arbre, voilà, il y a, mine de rien, il y a quoi, il y a 10 arbres, ça fait 300 kg de papaye. Et il en faut, je sais pas, l'idée c'est de démarrer à différents stades des papayers comme ça, des par pack, et par période différente. Et je pense qu'il faudrait qu'on en ait 10 fois ça pour accueillir tout le monde et pour nous en bouffer. Moi je suis un gros mangeur de papaye, j'adore ça. Voilà l'état des productions, le gentleman farming, le bain en nature tropicale que je voulais vous partager. Si vous pouvez pas visiter le Costa Rica, voilà, tous les produits que vous achetez au Carrefour, au Champ et compagnie, bah, ça démarre comme cela. Le souci c'est qu'ils sont cultivés de manière assez salement, pour des raisons d'argent toujours. La production, c'est assez désespérant, mais moi je pense qu'il faut... Je suis persuadé qu'il y a une industrie qu'on ne devrait pas monétiser, il ne devrait pas y avoir de marge, il faudrait trouver un autre système de production. C'est la bouffe quoi. Parce que au nom de l'argent, je le vois, hein, j'ai visité des plantations, je me documente, parce que c'est un métier que j'aimerais bien faire. Je n'ai toujours pas démarré, mais que j'aimerais bien faire. Et donc je visite des plantations, je visite des opérateurs au Costa Rica. C'est un peu ragoûtant. Hein. Franchement, quand on voit comment c'est produit, moi j'achèterais pas en France. Ce qui est dans les supermarchés, voilà, c'est sympa, on a même avoir un petit goût de tropical en France, mais franchement quand on voit comment c'est fait, autour de moi encore une fois, j'ai vraiment pas mal de gens qui se tapent du cancer, même qui meurent hein, à tous les âges, entre 35 et 65 ans, franchement ça tombe comme des mouches. Il faut voir comment est produit la bouffe aussi, il faut voir ce qui est déversé dans les champs. Moi il y a le truc qui me choque le plus par rapport à cette histoire de terre et de monde tropical. Ce qui se passe, c'est que la terre, elle est pas comme en France. Tous les éléments nutritifs restent en surface et sont délavés par la flotte et les intempéries. Enfin, les intempéries et le climat qui est quand même rude.
Donc du coup, pour produire de la bouffe, c'est impossible parce qu'on peut pas stocker, on peut pas prendre soin de la terre. La seule expérience qui a été réussie, c'est les Incas, je crois, la Terra Blanca, Terra Negro, je sais pas trop quoi. Ils ont collé du charbon, en fait, je crois, qui arrive à aspirer et à maintenir dans le sol. C'est une expérience que je ferai, mais je sais pas comment produire du charbon en masse. Mais à part cette expérience-là, toutes les autres expériences, les mecs sont obligés d'utiliser de la chimie pour stabiliser parce que l'écosystème est instable complètement. Et les mecs en ont marre de bosser, de tout perdre. C'est vraiment ingrat aussi, agriculteurs, donc ils en ont marre de tout perdre, de bosser pour que dalle. Donc résultat des courses, leur maître mot c'est contrôle de la nature et c'est stabilisation des sols. Et donc pour ça ils utilisent des quantités de produits chimiques. Je vais juste vous donner un chiffre, mais pour 1 hectare d'ananas, au Panama, au Costa Rica, ils ont, je sais plus, un prix de revient de 30 000 $. Donc il y a les mains d'œuvre, hein, mais le gros c'est l'achat d'un tronc chimique. Ils en mettent. Mais ils en mettent. Mais comme vous avez même pas idée. Donc évidemment après nous on est là en Europe, on consomme ces merdes et puis on se tape des cancers en masse. Et après les autorités sanitaires nous expliquent que non, ça n'a rien à voir avec la bouffe, ça n'a rien à voir avec la chimie, c'est pas prouvé, etc. etc. Franchement quand on est sur le terrain comme je le suis, c'est quand même difficile de pas faire un lien entre les... Mais ils dépensent 20-25 000 $ de produits chimiques par hectare pour cultiver les ananas. 20-25 000 $, je sais pas si vous vous rendez compte la quantité hallucinante. Même dans le café. Alors le café que Costa Rica ils produisent, Oscar et son frère ont des champs de café, ils ont 5 hectares de café. Mais jamais de la vie on boit un café non organique. Hein. Je sais pas, je vous recommande vraiment d'acheter du café organique à 100%. Je crois que c'est toutes les 2 semaines ils aspergent leur truc de merde. Ils en foutent. Sinon ils perdent le café en fait. C'est trop virulent l'environnement. Ils peuvent pas stabiliser l'environnement pour produire, donc ils sont obligés sous forme de spray, mais ils balancent. Et résultat, 80% de leur marge part dans ces produits, ils gardent que dalle en pognon. Ils arrivent à peine à payer leur travail. Donc c'est une manière, je pense, de capturer de la marge. Les opérateurs allemands, tous ceux qui produisent ces produits chimiques touchent la marge liée aux productions agricoles. De l'autre côté, il y a les industriels qui transforment les produits. Et puis au milieu, il y a les mecs qui créent le produit, c'est-à-dire le produit qu'on avale, ça, il y a zéro pognon, donc c'est fait n'importe comment. Donc quand vous achetez en grande surface ces produits-là, pour vous offrir un petit shoot de tropique, c'est sympa, mais en même temps, c'est ultra dangereux. Mais à tel point, quand on connaît les chiffres et quand on le voit faire, on le fait, on peut pas acheter en fait. Derrière, c'est impossible d'acheter ce genre de produit. C'est vraiment trop dangereux tout simplement. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à vos sources d'approvisionnement par rapport aux produits tropicaux. Salut la France!